Chloé était assise sur le canapé usé de son petit appartement T2, au 4e étage d'un immeuble haussmannien fatigué, dans une rue animée de la ville. Les bruits de la rue montaient jusqu'à elle, mais ne masquaient pas le silence intérieur. À 28 ans, elle vivait une double vie. Le jour, elle était vendeuse dans une boutique de décoration. La nuit, par nécessité et désespoir, elle était Elisa, une escorte que l'on ne trouvait que sur des forums très privés. Son client, ce soir-là, était Maxime, un homme d'une quarantaine d'années, architecte, marié, avec 2 enfants. Il était aimable, régulier et pensait son secret parfaitement gardé. Il y a 6 mois, la vie de Chloé avait basculé. Sa mère, veuve et malade, avait été expulsée de son logement social après que le propriétaire, un requin immobilier, ait soudainement décidé de quadrupler le loyer. Chloé avait tout tenté. Avocat, aide sociale, même la mendicité. En vain. Le propriétaire était resté intraitable, utilisant toutes les ficelles légales pour écraser une femme sans défense. Ce propriétaire s'appelait Monsieur Delaroche. La nuit où sa mère a été hospitalisée d'urgence, le cœur brisé par le stress de l'expulsion, Chloé a fait le serment de se venger. Mais comment une simple vendeuse pouvait-elle s'attaquer à un empire immobilier? Elle n'avait pas d'argent, pas de relations. Elle n'avait que sa rage, sa discrétion et la confiance aveugle des hommes puissants qu'elle rencontrait. Elle réalisa que le pouvoir de ces hommes résidait dans leur image et leur vie privée. Si elle ne pouvait pas les attaquer légalement ou financièrement, elle les détruirait par la honte et la peur. Ce que Chloé faisait, en réalité, était simple et effrayant dans sa banalité. Après chaque rencontre, une fois le client parti, elle s'adonnait à un rituel méticuleux. Elle ne prenait pas de photos, n'enregistrait pas de conversation. Non, elle utilisait une petite fiole en verre teinté qu'elle gardait dans un tiroir. Au lieu de jeter le linge de lit souillé ou de nettoyer immédiatement, elle procédait à un prélèvement minimaliste mais ciblé. Elle ne s'intéressait pas au sang ou aux cheveux, elle s'intéressait aux traces biologiques les plus intimes et éphémères. Avec un coton-tige stérile, elle recueillait l'échantillon, non pas dans un but scientifique, mais comme une relique. Elle les transférait ensuite dans sa fiole, y ajoutant une goutte d'alcool à 90 degrés pour la conservation, et étiquetait la fiole avec un code anonyme, par exemple A45 pour architecte, 45 ans. C'était sa collection, la preuve physique et irréfutable de la trahison de ces hommes envers leur famille et leur morale publique. Maxime était un homme apparemment parfait, mais Chloé savait, par les confidences murmurées à l'oreiller, qu'il était en réalité l'architecte en chef de la rénovation des propriétés de Monsieur Delaroche. Il était non seulement un maillon de la chaîne, mais il avait aussi, d'après ses dires, largement profité des marges illégales que Delaroche lui avait permis de prendre. Un soir, alors que Maxime était particulièrement ivre, il confia à Chloé son plus grand secret. Il avait falsifié la signature de son beau-père, gravement malade, pour obtenir une garantie bancaire colossale. Si cela se savait, il perdait tout. Sa famille, son cabinet, sa liberté. C'est là que Chloé a vu son ouverture. Elle ne voulait pas l'argent de Maxime. Elle voulait sa collaboration involontaire pour détruire Delaroche. Quelques jours plus tard, Chloé postait une petite boîte cadeau à l'adresse de Maxime, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, il y avait seulement une copie de la clé de l'appartement T2 de Chloé. Un petit flacon de verre vide et étiqueté A45. Une note manuscrite. Je me souviens de tout. Et votre beau-père aussi. Maxime a été terrifié. Ce n'était pas un chantage pour de l'argent. C'était bien pire. La clé prouvait qu'elle avait accès à son environnement. Le flacon vide lui rappelait l'intimité consommée et l'existence d'une preuve physique qu'il ne pouvait pas expliquer. La note faisait référence à son secret le plus sombre. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait, mais il savait qu'elle détenait une partie de son existence.
Il ne pouvait pas aller voir la police, car il aurait dû tout avouer. Le lendemain, Chloé, sous son nom de vendeuse, envoya un email à Maxime, lui demandant un conseil en architecture pour le relogement de ma mère. Maxime, tremblant, accepta la rencontre. Chloé ne demanda pas d'argent. Elle demanda une seule chose. Vous allez saboter les dossiers de conformité du prochain gros projet de Delaroche, celui qui doit garantir son prêt bancaire. Je veux qu'il perde sa base financière. Maxime a protesté, mais Chloé a simplement sorti une photo de sa mère malade et a dit « La trahison de l'intimité est un jeu dangereux. Maxime, vous m'avez donné les outils. Maintenant, vous allez réparer. Maintenant, vous allez réparer. » Terrifié à l'idée que Chloé utilise son souvenir biologique pour créer un scandale dans sa vie, imaginez le flacon étiqueté retrouvé par sa femme ou la clé de l'appartement laissée dans son portefeuille, Maxime a cédé. Il a falsifié un permis de construire, causant des retards et des amendes astronomiques pour Delaroche, menant à son effondrement financier 1 an plus tard. Ce que la prostituée avait fait avec l'échantillon n'était pas spectaculaire ni scientifique, mais profondément humain. Elle avait transformé la preuve de l'intimité trahie en un levier de pression psychologique absolue. Elle n'avait pas besoin de technologie, juste de la peur et de l'hypocrisie de ces hommes. Le secret le plus sale de Maxime était devenu sa seule arme de vengeance, et cela, c'était la chose la plus terrifiante de la vie de tous les jours.